Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé être eux-mêmes et créer de la magie dans leur vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Boiteux, femme de soins, coach, conférencière, chroniqueuse radio, auteure. Et moi, je vous accompagne à remettre de la vie dans votre vie, à vous métamorphoser, en vous reconnectant à votre authenticité, votre puissance, par amour pour vous-même, retrouvez votre santé sacrée, la santé de votre vie. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et je suis tellement heureuse. Alors, pour tout vous dire, nous avions fait l'interview au mois de juin. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon ordinateur. Impossible de retrouver l'interview. Alors, mon invité a gentiment pris ce temps de nouveau pour refaire l'interview. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir la belle Laure Chauby. Alors, elle a une histoire incroyable et elle fait des trucs incroyables. Elle était passionnée de musique et de danse et de théâtre depuis sa plus tendre enfance. Elle poursuit son rêve et étudie le chant classique à Paris, puis à Vienne. Elle fait l'expérience, dit-elle, de cette rigidité du style musical et élitiste. Elle redécouvre le plaisir de chanter par l'approche du chant conscient. Elle nous en parlera plus tard dans l'interview. À son retour de Paris, lors de son mémoire, elle découvre le rôle de l'oreille dans un processus d'apprentissage. Depuis 2015, elle est en Allemagne, une expat. Elle utilise cette approche dans l'enseignement des langues étrangères et du chant et fonde sa propre méthode, Sparring, fondée sur ses études de chant classique et la prise de conscience du corps, où elle alchimise yoga, méditation, approche holistique. Son intention et sa mission profonde aujourd'hui, c'est rechercher et inspirer et accompagner vers la recherche du bien-être par l'écoute du corps et du travail du souffle. Tout un programme, les amis. Salut ma belle! Bonjour Céline. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, très bien, merci. Alors, c'est une belle histoire parce que tu vas nous parler de tout ça. Tu étais vraiment le chant, la danse, etc. Tout ce qui était vraiment artistique. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter aussi qu'est-ce que tu es devenu et comment tu as fait ce switch-là. Parce que, je redis, tu étais vraiment dans un truc très classique, hein? Tu es rentré dans un truc très classique et aujourd'hui, tu ouvres les portes des oui, c'est possible pour justement accompagner, inspirer et aider des personnes à travers ton art, mais tu l'as remasterisé, j'ose dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour tout ce chemin-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est simple et compliqué à la fois, on va dire. On a un peu de temps. Disons que, en fin de compte, tout ce qui nous arrive, ce sont des expériences. Et pour savoir ce qui nous convient ou pas, ben, il faut tout simplement faire l'expérience. Et donc, moi, j'ai toujours voulu rentrer, on va dire, dans le cadre, donc dans mes études, être la bonne élève, de faire ce qu'il fallait. Et en fin de compte, j'ai eu l'appel du chant quand j'étais adolescente. Étant plus jeune, j'avais fait déjà de la musique, hein, j'étais flûtiste, et j'avais fait une pause parce que je faisais aussi beaucoup de danse, et donc ça me prenait beaucoup de temps la musique, et je ne voulais pas laisser tomber la danse, donc j'avais laissé tomber la danse, pardon, le chant, pardon, je vais y arriver, j'avais laissé tomber la musique, la flûte, et, et l'amour de la musique est revenu par la voix, par le chant. Et donc, j'ai vraiment eu cet élan, hein, comme on peut avoir une vocation quand on veut devenir médecin, quand on veut soigner les gens ou qu'on veut rentrer dans les ordres, on se dit « Ah, c'est ça ». Et en fin de compte, je n'avais pas vraiment d'idée d'études. Et en fin de compte, je pense que c'est un petit peu aussi quand on veut vraiment faire de manière professionnelle la danse, ben on se dit plutôt la danse classique. Et le chant, c'était ça. Surtout en France, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'autres cursus possibles. Donc, j'ai commencé le chant classique et je suis arrivée toute pleine de bonne volonté, avec mon élan. Et tout d'un coup, je me suis ressentie dans un truc étriqué où il fallait toujours aller vers la performance, il fallait tout contrôler. Alors, bien évidemment, j'ai appris
comment chanter, parce qu'on ne chante pas avec sa gorge, hein, on chante avec son corps, avec son vent, donc la respiration. J'ai fait aussi une rééducation du souffle avec un orthophoniste sur Paris qui était spécialisé dans les chanteurs, hein, parce que j'avais les cordes vocales qui s'ouvraient un petit peu trop et du coup, il y avait trop d'air qui passait quand je chantais. Donc, il m'a vraiment appris les bases, à bien maîtriser le soutien. Mais après, c'est-à-dire on veut trop bien faire et on est passé dans l'extrême. Et tout le côté que j'adorais, qui était très voilà, artistique, créatif, où je pouvais m'exprimer, ben, au fur et à mesure, il a perdu de plus en plus de place. Et je me suis dit, OK, bon, bah là, il faut travailler, donc toujours le mental. Et j'ai continué, j'ai eu des bons professeurs, mais c'était toujours la performance. Et en fin de compte, mon rêve, c'était de retourner à Vienne, qui est la capitale de la musique. Et donc là, c'est génial. Seulement, quand on est dans un cursus classique, on nous fait croire aussi qu'il n'y a que la musique classique qui est bonne. C'est un élitisme total. Alors que, honnêtement, moi, je suis allée beaucoup, bien sûr, à l'opéra. Il y en avait certains, je m'ennuyais profondément. Vraiment. Certains morceaux baroques, par exemple, sont vraiment magnifiques et d'autres, mais on dort. Donc, alors que j'avais, mais vraiment, alors que j'avais d'autres musiques, par exemple, ce qu'on appelle les musicals, donc les comédies musicales, que j'ai découvertes là-bas, qui étaient mais magnifiques, où là, je ressentais des émotions, c'était super. Et je dis, mais comment on peut classifier, en fin de compte, la musique? Là, il y a des sous-produits, on va dire ça. Donc, il y avait toujours cette ambiance de fond où c'était, non, c'est le chant classique, on se prend au sérieux, on est les meilleurs. Et donc, bah, s'il y a une petite note qui n'est pas bien à sa place, attention, c'est la cata. Donc, ça met dans un état de stress permanent, de contrôle, parce qu'on veut absolument contrôler chaque note. Et donc, on est, au lieu d'être dans dans le bien-être, dans l'expansion quand on respire, on est complètement dans la contraction. Et alors, avec la technique, on peut réussir un certain temps. Mais à un moment donné, au niveau du mental, ça lâche. C'est plus possible. C'est plus possible. J'étais devenue une machine à vocaliser. Ah oui, mais tu sais, c'est important ce que tu dis parce que tous les invités que je reçois, il y a cette histoire aussi dans leur parcours de vie où ils disent comme toi, j'étais dans le contrôle permanent, cette performance d'être, qu'il fallait être le meilleur ou la meilleure. Et très souvent, vous me le dites, ça, dans vos anciennes activités, j'ose dire. Et c'est vachement intéressant. Bon, là, c'est un petit peu l'infirmière. Tu as eu comme tu étais dans ce contrôle permanent, tu dis même au niveau de ton souffle, etc. Est-ce que ton corps t'a parlé à ce moment-là? Bah oui, oui. De toute manière, j'ai eu mon premier lumbago à 20 ans, peu de temps après avoir commencé le chant. Après, beaucoup d'angoisse, des soucis digestifs aussi. Enfin, je veux dire, tout était… C'était serré. Non, mais c'est intéressant parce que C'est ça. moi, je dis souvent, le corps est le dernier rempart pour nous dire, oh, il y a un truc qui ne va pas là. Oui, Et exactement. on est la preuve vive. Tout à fait, mais on ne veut pas l'écouter. On ne veut pas, parce Ouais. qu'on se dit, bon, allez, ça passera. Et puis, j'ai pas le choix. Et puis, il faut faire ci. Et puis, les autres, ils ont bien fait ça. Et on se fait une image aussi. Par exemple, on prend peut-être des exemples de super chanteurs ou autres, mais c'est un monde très superficiel. Parce que c'est pareil, quand on est à l'opéra ou à un concert, on voit les chanteurs, chanteuses, ils sont beaux, ils sont bien habillés, ils sont classe, tout le monde les applaudit, on se dit, oh là là, mais moi aussi, je veux faire ça, quoi. Mais c'est très superficiel, on ne se rend pas compte aussi du travail qu'il y a derrière. Tout à fait. Parce que vraiment, je me rappelle, j'avais une prof à l'époque, elle m'avait dit, elle était chanteuse d'opéra et elle a appris le décès de son père, et ben, le soir même, il a fallu quand même qu'elle chante. C'est terrible. Alors, ça permet, OK, de prendre sur soi, d'accord, mais il faut trouver aussi l'équilibre. Et donc, Parce que, toi, tu es partie du coup. Tu en as eu ras-le-bol, tu es ah partie. ben, moi, disons que ouais, ça m'a un petit peu traumatisée, là, à Vienne. J'ai eu besoin vraiment de faire une pause. Et donc, je suis rentrée en France et je me suis dit, bon, allez, la musique, pour l'instant, je laisse tomber parce que j'en peux plus, quoi. Si c'est ça, c'est pas ce que je veux. J'ai envie d'être épanouie. Et puis, pareil, la concurrence. Moi, je suis pas du tout…
Enfin, je veux dire, s'il y a une information, je la donne à tout le monde, je ne la garde pas pour moi. Par exemple, une audition, alors que d'autres, ah non, non, ils ont une audition, ils ne vont pas me donner l'info, parce que ça fait de la concurrence. Moi, je ne voyais pas ça. Je me disais, chacun à sa place. Bon, bah, peut-être pour une audition, elle sera meilleure que moi ou autre, et puis là, je serai peut-être meilleure pour une autre. Donc, je n'étais pas du tout faite pour ce milieu-là. Et j'ai dit, j'ai pas envie d'écraser les autres pour avoir ma place. Ça, hors de question. Donc, forcément, j'étais éjectée direct du système. Oui. Ça, Ça doit être quand même impossible. dur parce que enfin, c'était ta passion, le chant, je veux dire, voilà. Et se dire, ben là, en fait, il faut que je dégage, quoi, parce que je peux pas, et je vais pas pouvoir aller au bout de ma passion, au bout de mon art que j'adore, mais je peux pas, quoi. C'est moi ou c'est le chant, quoi. Oui, oui. Ah bah, c'est très dur, hein. C'est un deuil, hein. Et là, je voyais bien. En plus, j'étais tellement stressée avant chaque concert. J'étais dans un état. J'ai dit non, mais je ne vais pas me rendre malade comme ça à chaque fois. C'est pas. Et il faut vraiment un mental fort. Ce qui est incroyable, c'est que quand on chante, on transmet des émotions, mais nous-mêmes, il faut qu'on gère nos émotions. Parce qu'évidemment, on ne peut pas aller dans le rôle à fond. C'est toujours des choses dramatiques, Ah l'opéra ou oui, autre. On ne peut pas l'exprimer. Et je me rappelle que quand la voix est venue à moi, je ne sais plus, j'avais 16 ou 17 ans, quand j'ai commencé à chanter spontanément chez moi, mais je pleurais. C'était tellement fort d'émotion et je me suis dit, oh ma pauvre fille, mais tu vas jamais pouvoir être chanteuse. T'imagines la chanteuse qui pleure sur scène dès qu'elle interprète quelque chose. Donc déjà, il y avait vraiment cette émotion très forte. Et donc, moi, je pouvais pas, pour moi, je pouvais pas être une machine à chanter, à être dans la concurrence, à faire des jolis sourires devant tout le monde et derrière, allez, tac, non, là, j'en veux pas, c'est de la concurrence. Je ne peux pas. C'était impossible. Donc, je me suis dit, OK, on fait une pause. Je ne me suis pas dit, je ne ferai jamais de chant ou autre. Mais je dis, je fais une pause, ce système-là ne me convient pas. Vraiment. Donc, je suis rentrée sur Paris. Donc, bah, j'ai retravaillé vraiment dans des entreprises. Hein, j'ai fait complètement autre chose. Et après, donc, bah, il y a deux choses qui sont venues, c'est-à-dire la rencontre avec une professeure qui m'a appris justement le chant conscient, qui m'a réconfortée et qui m'a, comment dire, réconciliée avec mon passé. alors peut-être Euh, nous expliquer en une ligne ce qu'est le chant conscient. oui, pardon. Ben, ça paraît tout bête, mais le chant conscient, c'est-à-dire, c'est de chanter dans son corps, de ne pas chercher la performance, d'être à l'écoute de ses sens et de se dire, de laisser le corps chanter, de se laisser chanter et de ne pas chanter volontairement avec son mental en disant, alors là, je fais tac, tac, tac. Alors évidemment, il faut apprendre la respiration, le soutien. Si on est complètement la mâche au bout, ça ne va pas marcher, on est d'accord. Mais de se laisser chanter et de faire confiance à son corps. Il sait, il connaît le chemin. Et ça, c'était comme si j'avais dû tout réapprendre. J'ai des frissons quand tu dis ça. Je trouve que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et donc, tu as tout réappris. Tu es reparti pas à zéro, mais tu as quand Non, pas à zéro, parce que bien sûr, ma base est revenue, mais du coup, après, j'avais des problèmes vocaux à force d'avoir été dans ce stress à Vienne. Et aucun prof pouvait m'aider. En gros, il disait le problème, ah ben non, bah c'est toi. Ah ben merci, d'accord, mais un professeur, quand il est bon pédagogue, il est censé trouver une solution pour chacun et s'adapter. Moi, c'est ce que je fais avec mes cours de langue et de chant. C'est pas le problème, l'élève. Je veux dire, il y a une problématique, et il faut essayer d'aller voir comment il fonctionne et comment on peut débloquer le truc. Et non, non, eux, ils avaient les mêmes vocalises, ils avaient les mêmes exercices de respiration. Bon, bah, si tu rentres pas dans le moule, tant pis pour toi. Et elle m'a redonné confiance. Elle m'a montré que, ben non, j'avais beaucoup de connaissances, mais que je m'étais bien bloquée avec le mental. Et on a fait plein de petits exercices. Et je me suis dit, oh, c'est moi qui chante là. Et j'entendais ma voix comme je l'avais jamais entendue. Parce qu'elle avait réussi à enlever ce verrou pour libérer. Et enfin, c'était vraiment génial. Et du coup, ça m'a redonné confiance. Et donc, elle m'a parlé d'Alfred Tomatis, et donc, qui est un grand professeur, hein, ça a été lui principalement dans les années 50, l'un des premiers à dire que le bébé entendait dans le ventre de la maman. Donc, ce qui était complètement hérétique à l'époque, parce qu'avec le liquide amniotique, théoriquement, c'est impossible. Mais il a découvert qu'il y avait une autre manière d'entendre, pas que par les oreilles, mais par les os. C'est la fameuse conduction osseuse. Et en fin de compte, quand on a par exemple le yoga du son, où on finit en bouche fermée, qu'on fait ces
et ben, ça résonne dans tout le corps. Et c'est pour ça que le bébé, il peut entendre par le bassin de la maman toutes ces vibrations. Et comme il est dans le liquide amniotique, il entend les sons de sa future langue maternelle, mais filtrés, parce que c'est filtré par l'eau. Et en fin de compte, le professeur Tomatic a mis en place une méthode, que ce soit pour les langues, pour les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, pour le chant, pour plein de choses, et avec ce qu'on appelle l'oreille électronique, pour rééduquer l'oreille. Et par exemple, quand on veut apprendre une langue étrangère, la première phase, c'est d'écouter la langue cible avec ses sons filtrés, comme si on était encore baigné dans le liquide amniotique. Et il y a eu des résultats incroyables. C'est énorme, ça. Ah non, et c'est juste 1/10 même pas de ça. Et je me suis dit, waouh, donc comme moi, en plus, ma seconde passion, c'était aussi les langues. Du coup, j'ai repris mes études pour être professeur d'allemand, parce que j'en avais un petit peu marre de travailler dans l'administratif. C'était vraiment pas mon truc, hein. Vraiment, moi, j'ai besoin de sentir que ce que je fais, c'est utile, et pas juste pour une entreprise lambda, quoi. Je veux vraiment de l'humain. C'est ça qui me manquait. Et en fin de compte, j'ai pu mêler les deux. Le chant, donc la voix, et les langues. Et quel est le facteur commun? C'est l'oreille. Et ça, c'était passionnant. Et donc, dans mon mémoire, la deuxième année de mon master, j'ai fait ce thème-là, quel est le rôle de l'oreille dans l'apprentissage des langues. Et également, bien sûr, du chant. Et comme mon maître de stage était également musicien, il m'a dit aussitôt, ah mais Laure, il faut que tu fasses ça, quoi. Vraiment de voir les deux. Donc je suis allée à la découverte de thérapeutes qui utilisaient l'oreille électronique, donc soit pour améliorer les capacités au niveau du chant, de la musique, des enfants qui avaient des problèmes d'apprentissage, de l'émotionnel, des langues. Enfin, c'était vraiment passionnant. Et j'ai fait moi-même la rééducation, parce que je suis toujours mon cobaye, hein, il faut que je teste sur moi. Et donc, j'ai vu en effet le tester, et c'est super intéressant, et ça développe la créativité. Et pendant que j'écoutais l'oreille électronique, on pouvait dessiner. Donc, j'ai fait beaucoup de dessins aussi. Alors, je ne suis absolument pas peintre ou autre, hein. Je suis très nulle, hein. Moi, je dis, c'est pas. J'aimerais beaucoup apprendre à peindre, mais ce n'est pas ma spécialité. Mais j'ai fait quand même des choses super intéressantes. Et c'est le cerveau qui envoie aussi pour libérer tout ça par le biais de l'écriture ou du dessin. Et c'était super, super intéressant. C'est juste, je t'écoute, je bois tes paroles, en fait, tu vois, je bois vraiment tes paroles. Et donc, du coup, tu as fait tout ça. Donc, en fait, ça a été comme une renaissance, finalement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pu voir un autre aspect de la musique, aussi des langues, parce que ça a toujours été mes deux passions aussi, et de me dire, waouh, là, je ne me sens pas étriquée. Je ne dois pas rentrer dans un moule. C'est-à-dire, c'est un outil qui est au service de l'être humain. Et après, il y a différentes parties. Et ce qui est incroyable, je m'en rappelle, pour mon mémoire, j'avais appelé aussi une ancienne institutrice, qui, je crois que c'était dans les années 90, qui avait acheté elle-même une oreille électronique. Bon, c'est je ne me rappelle plus, c'est un truc quand même un petit peu imposant. Et puis après, on écoute ça. Et elle avait fait le test avec des enfants en école primaire. Et il y avait déjà des enfants qui étaient un petit peu en échec scolaire. Et elle a pu faire ça, alors à ses frais, bien sûr, parce qu'avec l'éducation nationale, on est bien d'accord qu'on ne va pas subventionner ce genre. La nouveauté, ce n'est pas possible. Voilà. Et elle a eu des super bons résultats. Alors après, je ne sais plus combien de temps elle l'a fait, si c'est 1 an ou 2 ans. Et après, l'éducation nationale lui est tombée dessus. Ils ont dit que c'était une secte, blabla, on ne peut rien faire. Donc elle a dû arrêter, mais elle a déjà eu des résultats. Et après, les enfants sont revenus plus tard, 10 ans plus tard, et s'en étaient sortis. Et certains, à la base, on m'aurait dit, mais mon pauvre gamin, tu ne pourras rien faire dans la vie. C'était génial. C'est ça qui est super. Et c'est vrai que tu parles d'éducation nationale, il y a tellement de belles personnes, des profs à l'éducation nationale qui veulent vraiment contribuer et œuvrer différemment, mais c'est qu'on ne leur donne pas la possibilité de le faire. C'est soit ça, soit ils s'en vont. Donc, Ah ben oui, et j'ai vécu cette expérience-là aussi avant de venir en Allemagne. J'étais donc professeur vacataire dans un collège de banlieue parisienne. Et là, c'était juste l'enfer. C'était l'enfer sur Terre. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à
à dire oui, ah, les enfants de banlieue, ah, ils sont horribles, machin, mais on ne veut même pas aller chercher, savoir pourquoi. Et ce sont souvent des enfants qui sont entre deux cultures, dont les parents ne s'occupent pas. Ils sont dans un environnement mais terrible. Les plus grands, ils font déjà du trafic de drogue. Ils n'ont aucun modèle parental, aucun modèle de gentillesse. Moi, je me rappelle, j'avais toutes les classes, 6e à la 3e, je devais avoir à peu près 80 gamins. Et les petits, donc les 6e, c'est un peu les plus mignons, c'est encore des petits, ils ont 12 ans, tout ça. Et il y en avait un, c'était le fanfaron de la classe. Il n'arrivait pas à se poser, alors il perturbait la classe, c'était pénible, mais il n'était pas méchant. Et en fin de compte, on m'avait dit à l'administration qu'il devait il devait avoir au moins 3-4 demi-sœurs, ils habitaient tous ensemble dans un studio. La mère avait un enfant différent avec un père différent. Enfin, il n'avait aucune base. Et une fois, je m'en rappelle, j'avais réussi à peu près à le calmer. Et c'était vraiment très… Alors, c'était l'allemand. Alors, c'est sûr que, pauvre gamin, il devait apprendre en plus l'anglais et l'allemand d'un coup, en 6e. Le français qu'il ne maîtrisait pas bien. Plus le contexte émotionnel. Enfin, c'était vraiment le cadet de ses soucis, l'allemand. Mais je l'ai quand même encouragé. Et c'était quelque chose de très simple. Et je m'en rappelle, donc j'arrive derrière lui, je dis « Ah, mais c'est super, bravo !» Il me regarde comme ça. Il me dit « Mais madame, pourquoi vous êtes gentille avec moi ?» Là, je me suis sentie fondre de l'intérieur. J'ai dit « Mais… » Le gamin de 12 ans, il n'avait jamais eu aucun adulte qui était gentil avec lui. C'est terrible. Ça fait même, enfin, c'est touchant, ça fait, j'ai même pas le mot là, tu vois, qui me vient. J'ai vraiment, c'est touchant, quoi. C'est ce pauvre petit, comme on dit dans le midi, pauvre petit ça a peut-être été la première fois qu'on lui disait que c'était bien ce qu'il faisait. Voilà. Sa réalisation, aussi petite qu'elle soit, même si finalement, ce n'était pas forcément le truc qui me passionnait le plus à l'instant T, quelqu'un me disait c'est bien, quoi. Mais ce qui est évident, c'est que avec toi, tout ce que ton parcours, parce que tu sais, moi, ma mentor, ma coach me dit toujours, votre parcours vous prépare à la personne que vous êtes vraiment. Moi, c'est ma coach qui nous l'a transmis, Valérie Karchi. Et tu vois, c'est encore vrai pour toi parce que tu es partie dans du chant classique où ça t'a clairement gonflé, où tu ne trouvais pas ta place, où tu t'es senti étriqué ou même presque asphyxié. Tu as fait une pause parce que, ben, évidemment, il fallait travailler, etc. Mais quelque part, ça ne t'a pas lâché. Tout comme par hasard, la vie t'offre ce monsieur, ce monsieur, alors je ne sais plus le nom que tu as dit, mais c'est qu'il y a… Alfredo Matisse. Voilà, cette personne aussi qui t'apprend le champ conscient. Donc, évidemment, la vie, comme je dis, la vie avait un plan pour toi, mais il y avait des choses à faire avant. Et là, tu te retrouves aujourd'hui à avoir créé quand même ta propre méthode. Tu vas nous en parler et nous dire ce que tu en fais aujourd'hui parce que tu as quand même bien changé. C'est quand même énorme quand on voit. Et entre-temps, ben, ce petit garçon à qui tu y as apporté ta contribution à l'examen, c'est bien, et à tes autres élèves, moi je trouve ça fabuleux. Et du coup, maintenant, tu as créé ta propre méthode. C'est pas rien quand même. Non, ça c'est sûr. Raconte-nous un petit peu maintenant ce que tu fais. Tu as créé ta propre méthode. C'est quoi ta propre méthode? Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Alors, en fin de compte, je suis partie de ma propre expérience à moi. C'est-à-dire que dans l'enseignement classique, même si j'ai eu souvent des bons profs, je veux dire, j'ai pas à dire ça, mais il n'y avait pas assez de préparation du corps. Et je me rappelle, j'avais même mon professeur quand j'étais au conservatoire Francis Poulenc à Paris, il nous disait tout le temps, bon, avant le cours de chant, bon, vous laissez tous vos problèmes devant la porte. Alors, d'un côté, OK, mais d'un autre, quand tu as un poids émotionnel, alors je ne dis pas qu'il faut que tu racontes ta vie dans un cours de chant, mais tu ne vas pas pouvoir être là, tu vois. Et donc, tu n'as pas de préparation, tu as peut-être 1 ou 2 minutes, petit exercice de souffle, machin, se poser et on y va. Moi, ça ne me suffisait pas. Et donc, je suis partie de ce constat-là. Donc, après, quand j'ai eu mes propres élèves, j'ai vraiment développé… Alors, en plus, j'ai fait beaucoup de yoga, de méditation par rapport à mes soucis de santé, bien évidemment, puisque je n'étais pas bien. J'ai toujours cherché des solutions. Donc, j'ai découvert plein de trucs passionnants. Et tout ce que je voyais, ah tiens, ça va bien pour moi, ça m'aide, et bien, je dis, je vais voir sur mes élèves ce que ça donne. Et donc, en fin de compte, tout ce qui est respiration, posture, on le retrouve bien sûr aussi en méditation et en yoga.
Donc, c'est la préparation du corps et tout ça, ça fait un bien fou. Donc, j'ai mélangé, si tu veux, j'ai fait mon pot pourri de tout ce que j'avais pu apprendre, que ça soit en chant, en yoga, en méditation, par aussi Tomatis, bien évidemment. Et donc, j'ai fait vraiment une bonne préparation du corps avant de chanter. Dans mon cours de chant d'une heure, c'est bien la moitié de préparation du corps. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est que plus l'élève était préparé physiquement et plus il arrivait à chanter. Il chantait beaucoup plus facilement parce que le corps était libéré. Et comme on sait que la fameuse conduction osseuse dont tu as parlé, Tomatis, c'est d'écouter par le biais des os. Ben, on a des os de la tête aux pieds. Donc, si on se détend, si on arrive vraiment à s'étirer, tu vois, tout ça, eh ben, on va vraiment être prêt pour chanter. Et après, le fait de chanter, je vais dire, c'est juste la continuité, c'est la fin. C'est pas juste le début, tu vois. Et c'est le fait d'être bien dans son corps. Et je me suis dit, mais juste cette préparation-là, ça peut faire déjà du bien aux gens. Même si tout le monde ne veut pas forcément chanter, je peux comprendre, hein. C'est très intimidant de chanter devant quelqu'un, c'est très émotionnel, c'est intime sa voix. C'est comme être nu devant quelqu'un presque. Et on sait très bien, on a tous eu des chocs émotionnels, notamment petits. Tous les enfants aiment chanter. Le problème, des fois, ils peuvent être un peu saoulants. Donc, on a tous vécu ça. On arrive, on chante, tac, tac, ah là là, tout d'un coup, les parents arrivent, ils ont une mauvaise journée. Oh, tais-toi, tu me casses les oreilles. Oh, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il prend ça au premier degré. Ou par exemple, on lui dit, ah, mais arrête, tu chantes mal, alors que c'est pas forcément vrai. Du coup, ça fait un choc émotionnel, ça reste là, en travers de la gorge, hein, on connaît bien les expressions. Et après, en tant qu'adulte, même si on a envie de chanter, on n'ose plus. On se dit, je peux pas. Mais le truc, de toute manière, le chakra de la gorge, c'est un chakra d'expression. Ne serait-ce Exactement. que au-delà du chant, s'exprimer. Exactement. La voix parler et la voix chanter. Comme on dit, on n'ose pas dire les choses. Tu vois, c'est d'avoir aussi la parole juste. C'est ça? Donc, quand on travaille ce chakra-là, c'est-à-dire que ça soit juste pour soi et pour les autres, d'oser dire les choses, mais avec respect, bien sûr, pour ne pas faire du mal aux autres, on est bien d'accord, mais que ça soit respectueux pour nous. Parce que quand on ne dit pas les choses, qu'est-ce qui se passe? Ça reste dans le corps et c'est la somatisation. C'est là et puis ça part partout après, hein. Exactement. Exactement, tu vois? Et du coup, je me suis dit, surtout quand il y a eu c'était juste, non, je l'avais fait quand même en présentiel avant le covid et je me suis dit: «Bah, il y a peut-être des gens justement qui veulent, se sentir bien, qui veulent un petit peu, faire des sons», tu vois? Mais sans forcément chanter Oui. un morceau. Donc pareil, avec tout ce que j'avais appris en yoga du son, tout ça, tu vois? Toute mon expérience, je me suis dit: «Bah, on va essayer de faire un atelier». Donc, j'ai fait ça sur place 2 fois, donc à Stuttgart où j'habite et ça a super bien marché, donc en mini groupe. Donc les gens étaient, super bien. Donc toujours un mélange d'étirement, de respiration, de prise de conscience du corps et surtout sans but, tu vois? Sans se dire: «Ah, il faut que je réussisse ça». C'est vraiment de s'observer et de se rendre compte que notre corps, quand on est gentil avec lui, bah, il est gentil avec nous. Exactement. Tu vois? Exactement. Exactement. C'est ça. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Parce que c'est aussi ça, les oui, c'est Oui. possible, c'est vous, comment dire, vous amener à vous faire, à inspirer les personnes qui vont vous écouter et aussi à à inspirer aussi à ce que vous êtes aujourd'hui et votre contribution au monde. Alors aujourd'hui, où tu en es alors? Après le covid, Alors, on est post-covid, allez, on est au mois de oui. on est quoi? Février, fin février 2022. Post-Covid, qu'est-ce que tu vas proposer, tes envies, et cetera, et cetera? Alors, ce que j'ai commencé à mettre en place justement, depuis le covid, c'était, des ateliers en ligne. Puisque je me suis dit, vu qu'on ne peut pas, se rencontrer physiquement, que c'est très compliqué et que ça s'est vraiment bien développé, le en ligne et c'est vrai que je suis, assez, spécialiste maintenant comme, mes cours de langue aussi, je les donne en ligne et donc, je propose des ateliers Zoom, pareil, d'1 heure et demie en mini groupe. Donc comme ça, chacun, chacune peut le faire de chez soi. Donc ce qui est bien, comme moi je suis en Allemagne, et ben, j'ai des gens, bon, je peux aussi avoir des francophones en Allemagne, hein, mais aussi des Français en France, ça peut être de n'importe où. Et donc on le fait tranquillement de chez soi. Donc il y a juste besoin d'avoir une tenue confortable, un tapis de yoga, une bouteille d'eau, et voilà. Et on fait notre séance bien-être, et à la fin de la séance, on se sent toujours beaucoup mieux. Et on lâche, comme je dis, l'ancienne énergie pour retrouver de la nouvelle. Et je pense que c'est primordial
parce que beaucoup de personnes se sentent vraiment mal hein, depuis le Covid, avec tout ce stress qu'on a au quotidien, et c'est primordial de prendre du temps pour soi. Alors, chacun le fait comme il veut, hein. Il y en a, ça va être faire du sport, tu vois, de la peinture ou autre. Bien sûr. Tout à fait, mais ça, c'est primordial parce que les émotions, ça, c'est un sacré thème. Si on n'arrive pas à les gérer et à les libérer, ça se retourne contre nous. Et comme on attire ce qu'on vibre, bah, ça pose problème. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir vibrer de bonnes choses, donc on va encore s'attirer plus de problèmes. Ah, mais c'est génial. Écoutez, moi, ce qu'elle propose là, je vais l'expérimenter, en tout cas, parce que Avec plaisir. nous allons co-créer ensemble avec Laure. Voilà, je vais t'appeler Laura, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà, je ne sais pas, Laura, non, ça ne te dit pas? Bah, c'est le même prénom, hein, sauf que Ah, voilà, c'est la version française. voilà. Et je vous mettrai tous les liens en bas hein, de tout son univers. Et c'est des instants qui font du bien à votre corps, à votre cœur, à votre esprit qu'elle vous propose. Et c'est une ouverture aussi à soi parce que le chant, c'est vrai que, en tout cas, personnellement, je chante sous ma douche, mais ça s'arrête là. Et c'est vrai que là, c'est vraiment quelque chose de très intimiste que tu nous proposes. C'est vraiment des petits ateliers en petit nombre, donc c'est très cocon. Donc, vraiment, je vous invite à découvrir ce bel univers parce que c'est vraiment d'une douceur infinie. Et la belle Laure vous accompagnera vraiment à tout ça. On arrive à la fin du parcours de l'interview. Moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui vont t'écouter? Quel conseil tu pourrais dire pour dire à eux aussi, pour eux aussi plutôt, pardon, oui, c'est possible, allez réaliser vos rêves comme moi je l'ai fait, puisque tu es parti, je le répète, du chant classique à des ateliers conscients où tu mènes le chant, le yoga, la méditation pour le bien-être des gens. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Apprendre à s'écouter. Je sais que c'est basique, mais et pour comment s'écouter, bah, il faut commencer un peu à faire le vide en soi et prendre du temps pour soi. Parce que ça, je sais, hein, quand on a une famille, des enfants à gérer et tout, on fait toujours passer les autres avant. Mais si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Donc, c'est vraiment de trouver ce temps-là pour soi et tout doucement, si on a un rêve, de pas avoir, comment dire, de se dire, moi, je suis là, mon rêve, il est là. Oh non, non, c'est trop fatigant. Non, chaque jour, un petit pas. C'est comme ça qu'on y arrive. Et il ne faut pas attendre d'avoir tous les feux verts. Moi, je veux dire, quand je suis partie, quand j'ai déménagé en Allemagne, j'ai déménagé pour un temps partiel. Et j'avais même pas d'appartement. Je suis arrivée avec ma valise. Mes affaires étaient dans un, comment on appelle ça, Garde-meuble? dans un garde-meuble au nord de Paris. Enfin, j'ai suivi mon intuition, j'ai dit allez, et au fur et à mesure, il y a des solutions qui se sont mises en place, mais on ne peut pas avoir dès le début toutes les solutions, c'est pas possible. Mais il faut oser, on dit bien aide-toi, le ciel t'aidera. Et quand on fait le premier pas, surtout qu'on est bien aligné dans ce qu'il nous faut, comme par hasard, tiens, ah bah là, il y a une aide qui arrive, là, on rencontre telle personne, tac, 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 et les choses se mettent en place. Et il faut faire confiance, c'est la foi, je sais que c'est très dur, il faut le travailler au quotidien, mais un petit pas chaque jour. Un tout petit pas. Et même si on n'a que 5 minutes par jour à prendre pour soi, eh ben on prend ces 5 minutes. Vraiment. C'est pas grand-chose, mais il faut un peu se forcer, pas dans un sens violent, mais se faire violence dans un sens positif pour notre bien-être tous les jours. Et on verra, au début, c'est peut-être que 5 minutes. Et après, ah ben tiens, là, j'ai réussi à intégrer ces 5 minutes pour moi. Ah ben tiens, là, peut-être je peux faire 10 minutes. Ou peut-être 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Tout simplement. Et de le noter dans son agenda. C'est pas juste se dire si j'ai le temps. Non, je prends le temps. On met ça dans son agenda et comme ça, on regarde, ah ok, là, je prends du temps pour moi. Je respire consciemment, je fais mon yoga, peu importe. Je me pose, je fais rien, j'observe ce qui se passe. Aussi, parce que ne rien faire, c'est faire. C'est parce que c'est là aussi exactement. La créativité arrive aussi. Hein. Moi, je le vois, ne serait-ce que rien. Parce que moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui me disent ouais, mais moi, si je fais rien, je sers à rien. Mais en fait, si tu sers parce que tu es en train de créer.
Exactement. Et faire aussi des choses où on se détend, parce que quand on se détend, le mental, il se met de côté. Et moi, je sais que souvent, j'ai les inspirations pour les thèmes de ma capsule sur ma chaîne YouTube quand je suis sous la douche ou dans mon bain. Tout d'un coup, pouf, ça fuse. Alors, eh bien, les oui, c'est possible, je le dis souvent, les oui, c'est possible sont nés sous ma douche. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Voilà. Tu vois, c'est ça, on est tellement détendu, on ne cherche pas un résultat. Et comme par hasard, on laisse l'énergie descendre et les idées. C'est ça. Et je parle d'idées, pas les pensées qui tournent en rond comme un hamster et tout. Ça, non. Il faut laisser de la place. Si c'est plein, on ne peut pas. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je le dis souvent, la douche, l'inspiration vient. Moi, perso, quand j'ai eu à l'époque, il y a 2 ans et demi, le pied sur le tapis, un pied, un, pas deux, pas les deux, un. Mon mental m'a dit, mais ça va pas. Moi, j'étais en pleine reconversion professionnelle. Tu es infirmière, tu sais pas monter des vidéos, tu sais encore moins interviewer, et le petit hamster a tourné. Et voilà. Donc, et là, j'ai dit non, j'irai. C'est vrai que, et j'y suis allée comme toi, tu y es allée, et c'est ça qui est important. C'est, comme tu dis, technique du petit pas par petit pas, et pas attendre que ce soit parfait. Parce que si Non. tu avais attendu que ce soit parfait, tu n'en serais pas là. Si j'avais attendu d'apprendre à monter des vidéos, d'apprendre à interviewer, d'aller chercher des personnes, je pense que je serais encore, moi, en service hospitalier. Donc, comme toi, tu serais encore dans ton truc étriqué à Paris, de prof de chant où tu chanterais, mais complètement asphyxié, en fait. Donc, vraiment, je pense qu'elle vous donne un super outil de coaching, même, moi, je dirais. Elle est vraiment... Donc, regardez la vidéo plusieurs fois, peut-être, comme ça vous verrez. Mais vraiment, c'est un outil de coaching très précieux qu'elle vous donne. Donc, gratitude. Avec plaisir. Ma belle, on arrive au terme de l'interview. Comment te remercier d'être revenue enregistrer, cher. Et ce coup-ci, tout est enregistré, donc normalement, tout va bien, mais tout ira bien. Merci beaucoup de ton inspiration, de ta douceur, de ton partage. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel invité. Vous aurez tous les liens de la belle Laure sur la description, dans la description. On se retrouve là très bientôt. Moi, je vous embrasse. Laure, merci. Gratitude infinie et à très, très vite. Merci à toi. Bisous.